En tout cas, c'est le but, c'est de créer cette petite conscientisation-là de notre filière qui fait déjà plein de belles choses. Il y a beaucoup de salles, de festivals et d'artistes qui essayent des choses, qui proposent des solutions, qui s'engagent réellement pour avoir des événements éco-responsables. Aidons-les. Communiquons sur les bonnes initiatives qu'ils font. Et pour ceux qui continuent un petit peu à traîner la patte, on essaie de leur dire ça coûte pas forcément plus cher, c'est pas forcément plus compliqué, et votre public, c'est peut-être ce qu'il attend en fait. Donc voilà, un petit peu l'idée. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Émergence, le podcast qui présente des acteurs d'un monde plus durable. À travers ces interviews, nous espérons que vous découvrirez des parcours inspirants et des actions à entreprendre à votre échelle. Faut pas que la musique engagée soit un style musical, mais faut pas empêcher les artistes de s'engager. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcasts, Spotify, Imago TV ou toute autre application. Bonne écoute. Bonsoir Clémence. Bonsoir. T'as une voix parfaite pour... J'ai une voix de jingle parfois. Bonsoir. Pourrais-tu te présenter succinctement ainsi que revenir sur ton parcours ? Alors, je m'appelle Clémence Meunier. De mon nom complet, j'ai 27 ans. Je suis journaliste musicale pour différents médias. Aujourd'hui, je suis pigiste. J'ai longtemps travaillé pour un magazine qui s'appelle Tsugi, où j'ai beaucoup parlé de musique électronique. Et voilà, depuis le mois de janvier de cette année à peu près, on travaille avec un groupe de professionnels de la musique au lancement d'une association qui s'appelle Music Declares Emergency, qui est la branche française d'une asso anglaise. Et on travaille là-dessus depuis 2-3 mois maintenant. Et on s'est lancé toute fin mars. Voilà. On va revenir sur l'histoire de... Je suis si pressée de parler de MDE. on précise MDE parce que c'est l'acronyme de Music Declares Emergency, qui est un petit peu long pour nous francophones à dire. Donc je dis tout le temps MDE, pardon. Ben non, mais au moins ça sera très clair. On va revenir sur ce qu'est MDE, mais avant de commencer, un point important, parce que si t'es là, c'est que t'as une conscience écologique et que MDE travaille sur ça. Toi, d'où vient ta conscience écologique ? Elle vient pas de l'enfance ou d'une éducation ou quoi que ce soit. Hein. C'est assez récent finalement dans mon parcours de me rendre compte que ma consommation a un impact sur le monde dans lequel je vis, ce qui peut paraître très naïf dit comme ça, mais c'est vrai que j'étais une très grosse consommatrice de fast-food, de cochonneries en tout genre, de fringues H&M, de trucs comme ça. Et puis j'ai commencé à vraiment m'intéresser, en grandissant, normal, aux questions de société, de politique, de féminisme, d'inégalité en général. Et en fait, si on s'intéresse aux dérives du capitalisme, on s'intéresse aussi à l'écologie. Et c'est venu un petit peu comme ça, en fait, de me dire, mais je peux pas me prétendre engagée socialement, voulant un monde plus juste, etc., alors que je vais participer à un système économique et globalisé auquel j'adhère absolument pas. Et donc, petit à petit, au fur et à mesure aussi des discussions, des recherches, je me suis intéressée et ça a changé ma manière de vivre. Alors, j'ai des progrès encore à faire, hein, clairement. Je ne suis pas du tout parfaite sur ça. Je fume, je continue à consommer dans ce système-là, ce qui est un peu inévitable. Mais au moins, j'essaie de faire mieux. Et puis, c'est vrai que créer une association pour travailler à la transition de ma filière professionnelle de base, c'est une de mes manières aussi de m'engager, essayer de faire un peu moins pire au quotidien, quoi. Mais c'est intéressant parce que, je te rassure, dans cette émission, il y a 2-3 semaines, on a une personne de Railcoop, donc la coopérative ferroviaire du rail. Il jetait des papiers dans la rue, donc et c'est une rencontre. Alors ça, non. Mais ça, c'est même pas une question de conscience écologique, c'est une question de politesse. Mais pour te dire qu'il y en a qui partaient de loin, et là, le mec, il dédie sa vie à ça. Donc, comme quoi, on peut changer et chacun a son processus. Il n'y a rien de prédéfini. Maintenant, revenons un petit peu sur Music Declares Emergency, MDE. T'en as parlé un petit peu. Est-ce que tu peux nous présenter le projet ? Alors, c'est au départ un collectif
qui est né en 1900, en 2019, pardon. Collectif anglais né je vais pas y arriver, hein. Au départ, MDE, c'est un collectif anglais qui est né en 2019. Donc, si on prend en compte la Covid, ça fait pas si longtemps que ça, finalement, qu'ils sont actifs. Surtout dans la musique, 2020. Surtout dans la musique, 2020 a été un peu effacé de la carte. Et c'était un groupe de professionnels de la musique qui viennent du label ou du live ou du disque, peu importe, qui se sont rendus compte qu'ils avaient des convictions au quotidien, dans leur vie de tous les jours, dans leur manière de consommer, mais que ces convictions-là, elles s'arrêtaient un petit peu à la porte de leur bureau et que c'était pas du tout adapté à leur filière professionnelle. Du coup, ils se sont mis ensemble, collectivement, et ils ont créé MDE en s'appuyant sur des artistes, parce que leur voix porte beaucoup plus que la nôtre. Et donc, parmi les artistes, il y avait Thom Yorke de Radiohead, Massive Attack, Brian Eno, enfin, du beau monde. Et dès le lancement de cette asso anglaise, des Françaises sont manifestées pour dire c'est pas mal ce que vous faites quand même, est-ce qu'on ferait pas un réseau international? Et donc voilà, petit à petit, aujourd'hui, il y a pas mal de branches de MDE, il y en a au Chili, en Allemagne, en Suisse, donc chez nous maintenant en France. Donc voilà, on essaye de faire grandir un petit peu le mouvement en gardant les mêmes armes que les Anglais, à savoir utiliser les artistes pour faire passer les messages et travailler avec eux et avec la filière, donc des groupes de travail, des conférences, des choses comme ça, pour trouver des petites solutions ou des grandes solutions d'ailleurs pour aider à la transition de notre milieu. Et donc ça part d'un constat, c'est la pollution d'une industrie, l'industrie musicale. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est pas celle qui nous vient à l'esprit à chaque fois. Ah non, c'est sûr. Et puis, on est de toute façon pas l'industrie la plus polluante qui existe. D'ailleurs, on a tendance plus, nous, à dire filière qu'industrie. Parce que oui, on produit des disques, on produit des concerts, mais l'écosystème autour de tout ça est bien plus large. Donc, il y a des prestataires qui s'occupent de nourrir les techniciens. Enfin, la filière musicale, c'est un gros écosystème qui est pas le plus polluant, certes, et qui peut servir d'exemple, surtout. On peut être un vecteur de transformation, un vecteur de prise de conscience chez le public. Si c'est un artiste qui va aller faire passer un message, si c'est votre artiste préféré, vous allez peut-être être un petit peu plus touché qu'avec une campagne d'affichage. Qu'est-ce qui pollue dans cette industrie ? Pas la filière qui est la plus polluante, c'est sûr. Après, il y a quand même des leviers à activer pour améliorer les choses. Que ce soit, on pense forcément aux tournées en premier lieu, donc comment se rendent les artistes sur les dates, surtout comment se rendent les spectateurs sur les dates, parce que c'est là qui est sur un Zénith par exemple, c'est là qui est la plus grosse source d'émissions de gaz à effet de serre. C'est pas l'artiste qui vient en avion, c'est pas la bière, ça va être les gens qui prennent leur voiture pour se rendre au concert. Donc il y a un gros travail à faire avec les salles, les festivals, les collectivités locales, les réseaux de transport pour trouver des moyens pour promouvoir le covoiturage, essayer de mettre en place plus de navettes, faire en sorte d'avoir des parkings à vélo sécurisés autour du festival. Parce que moi, en tant que jeune femme, je suis pas toujours hyper à l'aise de laisser mon vélo au festival et de rentrer dans la nuit dans le bois de Boulogne. Bon. Sauf si tu fais un festival en Hollande. Là, c'est clairement conseillé. Mais en France, on a encore un petit peu de mal à sécuriser le vélo. Bref, il y a beaucoup de travail à faire sur plein de petits détails comme ça, et ça va du comment est-ce que vous nourrissez vos techniciens, donc ce qu'on appelle le catering, c'est la cantine d'un événement musical. Voilà, comment est-ce que vous faites votre catering ? Est-ce qu'il peut être local ? Est-ce qu'il peut être bio ? Est-ce qu'il peut être végétarien ? Est-ce qu'il peut être vegan ? Jusqu'où est-ce qu'on peut aller avec vos ressources locales ? Comment est alimenté en électricité les Zéniths de France ? De quel type d'énergie ils utilisent ? Donc voilà, ça va du tout petit micro au très macro et très lobbying finalement. Et nous, l'idée, c'est d'être un réseau, de se fédérer et d'avoir le plus possible de professionnels de la musique qui rejoignent notre mouvement, signent notre déclaration, pourquoi pas adhèrent à l'asso, voilà, participent à des groupes de travail, à des conférences, pour qu'on soit large, qu'on pèse entre guillemets, pour aider à ces changements-là. Il y a des gens qui ont une conscience écologique, qui ont envie de faire bouger les choses dans leur entreprise, mais qui se sentent un petit peu seuls dans leur démarche, voire carrément
dans l'hostilité où on leur dit non mais c'est bon, tu vas pas nous emmerder avec tes histoires d'écologie ou ça va nous coûter plus cher ou je sais pas. Mais c'est que là, voilà, cette personne qui se sent un petit peu seule, qu'elle nous rejoigne, on va lui donner des ressources, des clés, et puis surtout un réseau autour d'elle de gens qui pensent un petit peu la même chose et qui vont l'accompagner dans sa démarche. Nous, on n'a pas de solution pour sauver la planète, clairement. Moi, je suis journaliste musicale, je suis pas scientifique. En revanche, on connaît tous des gens qui connaissent des gens qui connaissent des gens, et si on a un réseau qui est suffisamment dense et lié, ça peut vraiment aider au sein des boîtes à faire bouger des trucs, ou même des artistes de pouvoir venir voir leur maison de disques avec une envie, je sais pas, de merchandising, donc tout ce qui est t-shirt, etc., à l'effigie du groupe. Ils veulent avoir un merchandising qui est respectueux de la planète et de l'humain. Nous, on pourra peut-être les appuyer si leur maison de disques leur dit non, nous, on a un partenaire qui est fait au Bangladesh et c'est tout, et c'est comme ça et pas autrement. Voilà, en faisant beaucoup de bruit avec MDE à côté, peut-être que cette maison de disques, à un moment donné, se dira je vais pas dans le sens de l'histoire, là. Mon artiste, il est signataire, il est adhérent de cette association-là. Le festival dans lequel il va jouer la semaine prochaine aussi. Bon, peut-être qu'il faudrait que je m'adapte également. En tout cas, c'est le but, c'est de créer cette petite conscientisation-là de notre filière qui fait déjà plein de belles choses. Il y a beaucoup de salles, de festivals et d'artistes qui essayent des choses, qui proposent des solutions, qui s'engagent réellement pour avoir des événements éco-responsables, aidons-les. Communiquons sur les bonnes initiatives qu'ils font, et pour ceux qui continuent un petit peu à traîner la patte, on essaie de leur dire ça coûte pas forcément plus cher, c'est pas forcément plus compliqué, et votre public, c'est peut-être ce qu'il attend en fait. Donc voilà, un petit peu l'idée. Concrètement, en très long. Concrètement, vous allez accompagner différents acteurs. On va avoir d'un côté l'artiste, j'ai l'impression qu'il peut avoir beaucoup d'impact, parce que lui, il a de l'impact aussi sur sa communauté, ses labels. Ça me permet de rebondir. Il y avait une interview d'un de vos membres, Fakir, dans France 24, et à un moment, je sais plus, il parle de son label, et j'ai l'impression que c'est lui qui faisait prendre conscience à son label de l'impact. Donc on voit que l'artiste joue un rôle tout autour de lui. Complètement. C'est un peu l'artiste dans notre système. C'est un petit peu la pierre angulaire. Autour d'un artiste va graviter tout un entourage qui est plus ou moins sensibilisé aux questions d'écologie. Et parfois, c'est l'artiste qui est porteur de ce message-là. Et c'est hyper important qu'on puisse leur tendre le micro, comme... Voilà, on a des artistes qui ont répondu à des interviews pour parler de MDE plutôt que de membres de l'asso. Ça a du sens, c'est à eux qu'il faut tendre le micro, parce que c'est eux finalement qui sont porteurs des projets qu'on a envie de défendre. Évidemment qu'on veut pas qu'il y ait plus de musique, parce que évidemment un concert ça va toujours polluer d'une certaine manière. Le but c'est plus avoir de musique, le but c'est de le faire mieux, et que les artistes puissent exprimer leur conscience écologique librement, sans se faire voir comme des néo-hippies qui se lavent pas les pieds ou je sais pas quoi. Parce qu'il y a aussi un petit peu de ça, l'artiste qui est engagé, ce que Fakir dit souvent, il dit très bien, on l'enferme dans cette truc-là d'artiste engagé, comme si c'était un genre musical, en fait. Tu fais du rock? Non, moi je fais de l'engagé. Non, ça n'a pas de sens. Nous, on essaye vraiment de porter un regard... bienveillant, et accompagner ces artistes-là qui veulent s'exprimer en disant mais vas-y gars, en fait c'est important ce que tu fais, et si ton label il est pas chaud, ou si ton tourneur il est pas chaud, nous on l'est, et parmi tous nos signataires il y en a des labels, il y en a des tourneurs, ça existe des gens qui partagent tes idées. Et pour revenir un peu sur la tournée, parce que j'ai l'impression que c'est le poste le plus important, et tu l'as dit, c'est pas que l'artiste, mais c'est quand même l'artiste qui ramène les foules. Comment on travaille sur un artiste, parce ce qui met le plus d'émissions, on le sait très bien, c'est l'avion. Les artistes, un DJ, j'ai même pas envie de voir le bilan carbone d'un DJ, parce que ça va être le pire de la Terre. Comment on travaille? Est-ce que déjà vous avez trouvé des solutions assez concrètes là-dessus? Est-ce qu'il y a des choses qui se mettent en place? Nous, MDE, on a un réseau. On est un facilitateur de rencontres et de discussions, etc. Avoir une tournée qui soit plus éco-responsable, c'est au tourneur de l'artiste
de proposer ça. Après, je parle un peu au futur parce que nous, ça fait que 2 mois qu'on existe, donc c'est des projets que j'ai envie de porter avec MDE, mais voilà, j'aimerais, dans mon monde idéal, si j'ai beaucoup plus de temps devant moi, pouvoir travailler avec des tourneurs, faire des groupes de travail ensemble pour définir des chartes de tournée éco-responsables avec des conseils très précis et un moyen d'organisation pour avoir une tournée un petit peu mieux faite. L'obstacle principal étant que c'est très très compliqué à mettre en place une tournée. Alors si en plus on veut se rajouter ces contraintes-là, ça peut rapidement devenir un gros casse-tête, d'autant que par exemple il va y avoir des salles qui vont exiger une exclusivité dans la région pendant tant de temps autour de leurs concerts, ce qui empêche parfois un petit peu de faire des tournées qui ont du sens géographiquement et d'éviter à l'artiste de faire 36 allers-retours entre tous les pays. Il y a ces problèmes de clause d'exclusivité. Il y a des obstacles réels à une transition vraiment brute de notre filière. Il y a des habitudes à déconstruire qui partent de la concurrence entre c'est un milieu qui est très très concurrentiel quand même. C'est pas un milieu non plus, sauf pour certains gros artistes qui gagnent des milliers des cents. Donc forcément, on est en concurrence avec son voisin. Après, il y a peut-être des choses un peu plus importantes que ça. Et puis, personnellement, moi, je pense qu'il y a vraiment de la place pour tout le monde. Et il y a d'autres tourneurs et d'autres salles et d'autres festivals qui sont d'accord avec cette idée-là. Mais en attendant, c'est proposer des chartes avec une autre manière de faire les tournées. Et si dans un premier temps, juste le tourneur, il a la tournée normale et la proposition bis, plus verte, et qui donne le choix à l'artiste en lui disant peut-être que tu feras un tout petit peu moins de dates, peut-être que tu gagneras un tout petit peu moins d'argent, mais tu vois, tu auras tant d'émissions de gaz à effet de serre en moins, par exemple. D'avoir au moins laissé le choix à l'artiste. Juste lui laisser le choix. Ce sera déjà un très très bon début. Après, tu parlais des tournées des DJ qui ont un bilan carbone monumental, c'est vrai. Cela dit, il y a certains DJ qui ne prennent pas l'avion. Oui, qui ont peur. Ou alors certains c'est parce qu'ils ont peur, mais non, mais par exemple, ou qu'ils le prennent le moins possible. Par exemple, parmi nos premiers signataires, il y a Manuel Malin, qui est un DJ de techno hardcore et de techno, dont le tourneur est Astropolis, du festival du même nom en Bretagne. Et alors, je sais qu'ils font ça pour Manu, mais je crois qu'ils font ça pour les autres également. Astropolis, dans leur tournée, c'est train dès que c'est possible. Donc, quand Manu il va jouer à Amsterdam, il prend pas l'avion, il prend le train, en fait. Et ça devrait être envisageable quand même pour pas mal de gens de prendre le train jusqu'à Amsterdam. C'est pas si loin. Donc, on peut être DJ sans prendre l'avion non plus tous les 4 matins. Et au-delà de ça, ça pose des questions qui sont un petit peu plus profondes aussi. Est-ce que ça a vraiment du sens pour un DJ de faire 3 dates par semaine, enfin par week-end, dans 3 pays différents? Est-ce que c'est vraiment ça aussi qu'on veut comme type de consommation, entre guillemets, de musique? On parle de décroissance, on parle de revenir au local, on parle de tout ça. Moi, voilà, un DJ qui fait Berlin, Paris et Miami en un seul week-end, c'est pas trop locavore pour moi. Et je me dis, voilà, est-ce qu'un DJ qui se revendique comme étant écolo et qui va sortir, je sais pas, une ligne de fringues pseudo coton bio, qui va faire 3 dates dans le week-end partout dans le monde, je trouve pas ça cohérent. Voilà, on n'est pas là non plus aussi pour avoir des artistes chez MDE qui font ça parce que ça fait bien. On cherche à être entouré de gens qui sont sincères dans leur démarche. Mais ce qui est intéressant, c'est que on parle souvent de consommateur, même si on sait très bien que c'est pas que le consommateur qui pollue le plus, mais souvent les grands industriels, mais le consommateur a quand même un rôle. Dans ce que tu dis, la consommation locale, quand les gens qui se disent plutôt écolo vont faire attention à ce qu'ils mangent d'un point de vue local, la musique, c'est aussi ces mêmes réflexions. Moi, je me suis jamais dit, bon, allez, lui, il vient de Londres, il va venir en avion à Paris. Oh, il faut que je regarde s'il vient en train. Et en fait, c'est même en tant que acheteur, consommateur, c'est une réflexion à avoir. Dans un monde idéal, ce serait bien que
fan de musique, il n'est même pas à se préoccuper de ça, mais que si un artiste londonien est invité à jouer à Paris, qu'on lui fasse pas prendre l'avion. En fait, bon, c'est de plus en plus rare, hein, quand même. Voilà, déjà pour souvent des questions financières. Mais ce serait cool que ouais, les spectateurs n'aient pas à se préoccuper de ça. Après, à nous de les alerter en disant il y a encore des trucs vraiment nuls qui sont en train de se passer dans la musique. Si vous allez à un festival où vous voyez qu'il n'y a aucun effort qui est fait sur ça et que vous y retournez l'année prochaine, bah, vous êtes en quelque sorte responsable aussi de ça. On ne peut pas toute la semaine se dire bah, moi je suis ultra écolo, je mange bio et tout ça, et en avoir absolument rien à faire de ce qu'on consomme, entre guillemets, le week-end, comme soirée, comme musique. Après, même moi, il y a un artiste que j'ai incroyablement envie de voir et dont je suis super fan, et il est américain, il passe à Paris, il peut venir en jet privé, j'irai le voir, évidemment. Mais c'est sain quand même de se poser un peu ce genre de questions. Et c'est intéressant, bon, comme tu disais, MDE Grande-Bretagne a été en 2019, et eux, on a un peu de recul sur ce qu'ils ont fait, et il y a déjà des actions concrètes sur le train qui sont mises en place. Donc ouais, depuis 2019, MDE UK ont lancé pas mal de campagnes différentes de sensibilisation, de lobbying, hein, voilà. Dont par exemple, ouais, Musicians, je n'y arrive pas. Musician Rail Cards. Mieux. Qui est donc un appel de MDE au gouvernement anglais à créer une espèce de petite carte de réduction spécialement pour que les musiciens prennent davantage le train, parce que ouais, c'est compliqué parfois pour des jeunes artistes en petite tournée, parce que là on parlait de prendre l'avion pour aller à une date, mais il y a énormément de musiciens qui n'en sont pas là du tout et qui tournent dans leur voiture en fait. L'immense majorité du secteur de la musique, c'est pas Indochine, c'est pas Madonna. C'est des jeunes groupes, ou pas jeunes hein, d'ailleurs, mais de l'émergence, du semi-amateur, et il ne faut pas non plus les oublier en fait. Donc c'est aussi travailler sur un café-concert par exemple, qui peut avoir des questions de comment je fais pour avoir une subvention si je veux passer en solaire, parce que ça peut avoir du sens de faire du solaire sur une toute petite salle, ça vous demanderait 2 pauvres panneaux. Si c'est une salle à 50 personnes, si c'est un zénith, tout de suite, c'est un autre bordel, et il y a du lithium dans les panneaux de solaire, et c'est tout de suite beaucoup plus compliqué à doser le bénéfice-risque, on va dire. Mais je m'égare complet. Disons que c'est important de rappeler quand même que le secteur de la musique, c'est pas que les grosses tournées, que c'est pas que les artistes qui prennent l'avion et tout. Et que c'est aussi encore aujourd'hui dans des petites salles avec des petites jauges qu'on voit des loges qui sont pleines de bouteilles en plastique, etc., où il y a de la sensibilisation à faire à ces sujets-là, dans les petites jauges, sur les jeunes groupes. Donc bah voilà, oui, vous commencez, mais justement, c'est peut-être commencer dès maintenant à prendre des bons réflexes. Tandis que c'est vrai que dans des gros festivals, vu que c'est beaucoup plus visible, tous les trucs un petit peu symboliques, type pas de bouteille d'eau, type bouffe locale ou je sais pas quoi, vont se retrouver aujourd'hui de plus en plus. Après, faut pas s'arrêter là, faut pas s'arrêter aux bouteilles d'eau en fait. Ce serait trop facile. Mais il y a encore beaucoup de taf sur les plus petites structures de sensibilisation. Ouais. Ce que tu es en train de dire, c'est que les gros festivals, ils entament cette transition, même si c'est complexe, hein, de proposer des stands de nourriture locale. Il y a quoi ? Il y a peut-être à Paris, comment il s'appelle ce festival qui est vert ? We Love Green. We Love Green. Ouais. Oui, il y en a plusieurs hein, des festivals comme ça qui sont réellement engagés depuis plusieurs années. Il y a des salles aussi. Hein. Le Trabendo à Paris fait un boulot de fou depuis des années pour discrètement, parce que personne ne le voit. Hein, ce qu'ils font, ils communiquent pas particulièrement dessus, mais eux, en interne, d'avoir une pratique de leur métier qui soit le plus irréprochable possible, ou en tout cas s'en approcher. T'as le Cabaret Vert à Charleville-Mézières qui fait des trucs incroyables. C'est donc un assez gros festival, hein, plutôt généraliste, grosse tête d'affiche, là. Et il n'y a pas d'éco-cup, par exemple.
ces gobelets en plastique qu'on voit consignés, c'est des gobelets en plastique. Donc tu te dis, mais c'est quoi ce truc? On est en quelle année? Qu'est-ce qui se passe? Et en fait, une Eco-Cup, c'est beaucoup plus lourd à produire en plastique et en eau. Ça demande plus de ressources, c'est plus épais. Et quand un festival le sigle chaque année à l'édition qu'il y a en ce moment, il ne le réutilise pas nécessairement l'année d'après. Donc en fait, c'est des gobelets, c'est des goodies qui sont produits. Les gens, après, peuvent les ramener chez eux et continuer à les utiliser. Ça, c'est plutôt chouette. Mais finalement, ça reste produire de nouveaux gobelets bien plus épais avec de l'encre, qui sont des outils de marketing. Le principe même de base n'est plus trop là, finalement. Et s'il faut qu'une Eco-Cup soit utilisée 7 fois, mais que les gens les rendent au festival et que le festival les utilise pas l'année d'après, il n'est pas utilisé 7 fois, le bazar, pour un peu qu'il ait été acheté le dernier jour. Il n'est pas rentabilisé par rapport à son coût de fabrication. Donc bon, bref. Le Cabaret Vert, par exemple, ont des gobelets en plastique classiques et un centre de recyclage sur le site même du festival. Tu as une armée de bénévoles qui ramassent tous les gobelets constamment, qui les emmènent directement au centre de tri, de recyclage, et hop, dans la journée, ça part en une espèce d'aggloméré, là, pour être recyclé. Donc, c'est une autre solution. Je dis pas que toutes les solutions ont leurs propres problèmes, hein. C'est compliqué d'avoir la solution parfaite, à part boire dans ses mains. Mais plein de festivals essayent des choses, tentent des trucs. Cabaret Vert, toujours, alors, ils ont la chance, ils sont dans les Ardennes, donc la bière est locale. Ce qui est aussi un enjeu, hein. Comment est-ce qu'on s'apprivoisionne? Comment est-ce qu'on s'approvisionne en bière? Éviter de la faire venir de Hollande, par exemple, en camion citerne. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses à faire. Beaucoup de choses à faire, mais beaucoup de choses qui sont déjà faites. Beaucoup de réseaux aussi déjà existants, qui existent depuis plus longtemps que nous, qui sont plus scientifiques que nous aussi. Nous, on essaye juste de rassembler un petit peu tout le monde, toutes ces énergies-là, pour avoir un lieu un peu commun pour discuter de tout ça et rencontrer d'autres gens. Ouais, votre rôle, si j'ai l'impression, c'est de détecter toutes ces initiatives qu'il y a en France, qui existent déjà depuis longtemps, parce qu'en fait, il y en a qui l'ont fait naturellement. C'est ça. Et de pouvoir ensuite sensibiliser avec la voix, votre voix, et celle des artistes aussi qui vous représentent. C'est ça. On a un peu parlé des artistes aujourd'hui, et j'ai l'impression que c'est eux qui ont le plus de pouvoir sur les communautés. Vous, qu'est-ce que vous voyez avec... t'as parlé de Manu le Malin, mais ça c'est marrant parce que c'est pas le genre de musique que j'écoute sur la scène plutôt électro. Mais je savais pas est-ce qu'il en parle à leur communauté, ces gens-là, parce que c'est quand même... Alors, on a, pour les tout premiers artistes qui nous ont rejoints, avant même que l'asso soit lancée officiellement en France, on les a contactés parce que c'était des gens dont on savait qu'ils avaient une réelle conscience, soit parce qu'ils en ont parlé très ouvertement. Par exemple, Émilie Loiseau, on a souvent parlé dans les médias. Il y a El Naïm également, Rhône, qui est un de nos parrains aussi, en musique électronique toujours. Et d'autres, c'est vrai que Manu le Malin, il en a jamais... forcément, il n'y a pas de parole dans ses morceaux, donc on n'a jamais parlé là-dedans. Hein. Et puis, il s'est jamais exprimé dans les médias sur ce sujet-là, mais je sais notamment via son type de tournée qu'il fait avec Astropolis et qu'il essaye d'arrêter la viande. Il y a des artistes qui n'ont pas forcément envie d'en parler eux-mêmes en interview, parce qu'ils ne se sentent pas forcément la crédibilité ou autre, mais qui ont quand même envie d'aider, si ce n'est juste en posant avec un t-shirt sur une photo, tu vois, pour nous aider sur notre lancement. On n'a pas envie de s'associer avec des artistes qui ne partagent pas réellement les valeurs ou qui vont le faire parce que c'est la mode. On essaye vraiment de se renseigner un petit peu à l'avance. Après, nous, notre déclaration, tout le monde peut la signer aussi. Hein. Donc ça, c'est totalement ouvert à tout le monde. Mais ouais, les artistes là qu'on a mis vraiment en avant sont des gens qui ont envie de s'engager. Ouais. Et en effet, leur voix a un pouvoir énorme, en fait, auprès de leur public déjà. Et puis,
tous les changements sociaux ont été accompagnés par des artistes, en fait. La guerre du Vietnam a fait un courant musical de rock'n'roll absolument incroyable. Les artistes s'engagent quand on crée quelque chose, quand on crée de la musique, en l'occurrence, on y met un petit peu de soi. Et je trouve ça toujours un petit peu compliqué pour un artiste de dire non, moi la politique ou moi l'engagement. Si tu as des opinions politiques et un réel engagement, il n'y a pas de différence entre l'homme et l'artiste à ce moment-là, on va dire. Là, tu donnes un bon exemple. Tu parlais de la guerre du Vietnam et c'était avec Woodstock, je suppose. Ouais, tout ce mouvement de la fin des années 60, Jimi Hendrix et compagnie, ils parlaient ouvertement de la guerre du Vietnam. Aujourd'hui, notre guerre du Vietnam, c'est... Moi, je le vois peut-être un peu comme ça, c'est la planète qui se casse la gueule. Donc, faut pas que la musique engagée soit un style musical, mais faut pas empêcher les artistes de s'engager. On l'utilisera ça pour l'intro, c'est intéressant. Punchline. Et c'est vrai que après j'ai l'impression, c'est peut-être mon ressenti, que les artistes sont moins engagés qu'avant. Ils ne pouvaient être. Ou c'est peut-être juste mon point de vue personnel. Ou alors est-ce que c'est les artistes engagés dont on se souvient aujourd'hui ? Je sais pas. Il y a beaucoup d'artistes qui s'engagent. Après, dans tout ce qui est variété et tout ça, pas trop, ou alors un peu timidement, mais ça a toujours été un petit peu le cas. Tu vois, un Claude François, il n'était pas engagé. Brassens un peu plus, mais voilà, dès qu'on va aller taper dans des artistes à texte ou des artistes plus indépendants, il y a toujours eu de l'engagement dans la musique. Il y a d'une manière très détournée, les punks étaient engagés. Et le blues raconte quelque chose aussi, raconte quelque chose de social. Toutes les musiques noires américaines, la techno, au départ, était une musique très engagée. Et aujourd'hui, il est à nouveau pas mal. Et il a toujours été, en fait, les free parties des années 90 en Angleterre, avec le début des Spiral Trap, la naissance vraiment du mouvement des raves et des free parties et de cette techno dure. C'était engagé. C'était des gros fucks à Margaret Thatcher qui les a attaqués en justice, et c'est un des procès les plus connus de l'histoire de l'Angleterre. Aujourd'hui, t'as énormément... Alors, je parle surtout en musique électronique parce que c'est ce que je connais le mieux, tout en été. T'as énormément d'artistes de techno, de house, qui vont aller s'engager pour les droits LGBTQIA, qui vont aller s'engager pour la fête libre, qui vont aller... Voilà. Et parmi les artistes qui nous ont rejoints, nombreux sont ceux qui ont un engagement qui est multiple, qui est féministe, ou qui est social, ou qui est antiraciste, etc. Je pense pas qu'on s'engage moins qu'avant. En fait, je pense qu'on s'est toujours engagé et que c'est ça dont on se souvient avec le temps, et que forcément, non, la variété et le parade, non, ça va pas. Ça va parler de ouais, bébé, je t'aime trop, ok. Mais si on enlève ce vernis-là, il y aura toujours, il y a encore des artistes qui disent ce qu'ils pensent, et heureusement. Non, c'est vrai. Je n'avais pas vu ça sous cet angle. Je ne peux qu'acquiescer. En plus, là, un exemple que j'ai trouvé en faisant ces recherches, c'était quand même Coldplay, qui était assez un peu en mode hardcore, quoi. Ils ont dit on fait pas de tournée de notre dernier album tant qu'on trouve pas une solution écologique. C'est ça. Alors qu'en plus, là, on parle d'un groupe de pop. Là, on est en haut du hit parade, donc c'est bien qu'il se passe un truc, quoi. Mais ouais, c'est assez fou ce qu'ils ont fait, clairement. Radiohead aussi, on fait des trucs assez radicaux pour eux. Voilà. Après, comme tu le dis, c'est peut-être parce que eux aussi sont à un stade tellement de confort financier, ils peuvent se permettre. Bien sûr. Un artiste qui vit avec le SMIC ou un peu plus, il peut pas se dire non, si ma tournée, je suis obligée de la faire en voiture, pas électrique, je vais pas tourner. Non, non. Donc c'est pour ça aussi que c'est important si on veut s'engager vraiment dans la musique et la transition écologique, de s'appuyer sur nos artistes, parce que certains peuvent se permettre de taper du poing sur la table. On est assez liés on est liés complètement avec Chaka Ponk, par exemple,
c'est pas Coldplay, mais il faut quand même des grosses dates. Hein, ça, une Cocorico, on a un gros groupe en France. Ils y travaillent très, très, très sérieusement pour quand ils pourront refaire des concerts, essayer de vraiment les faire mieux. Et ça fait 1 an qu'ils travaillent dessus activement, plutôt que, je sais pas, alors j'en sais rien, ça se trouve, ils font un album à côté, ils m'ont pas dit, hein, mais ça avait l'air d'être une grosse prio pour eux, de refaire une autre tournée. Alors c'est peut-être pas Coldplay qui peut se permettre de dire, si c'est comme ça, on n'en fera pas, mais c'est dans la tête des gens. Ils ont dit, on n'en fait pas pour l'instant, on cherche une solution. On cherche une solution. Mais je serais curieuse de recevoir leur petite charte, hein, justement, parce que c'est ça, moi, ce que j'ai envie de créer, c'est ces chartes-là. Je sais que les gens de Chaka Ponk aussi travaillent sur ces chartes. On va essayer de mettre nos connaissances en commun pour que, voilà, entre eux, le format Coldplay, le format Chaka Ponk, le format MDE sur peut-être des artistes, des types de tournées, des petites dates plus petites, on pourra commencer à avoir une espèce de nomenclature de « Ok, on peut essayer de faire ça et ça, essayons ». Et c'est comme ça que ça avance petit à petit, sans douleur, mais avec des artistes qui, à un moment donné, disent « Bon, ok, stop maintenant ». Et donc, comme tu l'as rappelé, votre projet, il est jeune, récent, du moins le français. C'est quoi... Tu as parlé un peu de tes ambitions, vos ambitions, parce que vous êtes plusieurs bénévoles. Il faut rappeler que vous êtes plusieurs bénévoles sur le projet. Qu'est-ce que vous souhaitez mettre en place ? Il y a ces chartes que... Les chartes, on n'y est pas encore, hein, clairement. D'autant que on s'est lancé fin mars, hein, donc ça fait 1 mois et demi. Et c'est très chouette. On a eu un enthousiasme assez fou au moment du lancement, que ce soit des professionnels qui ont voulu nous rejoindre, des médias qui ont voulu parler de nous, etc. Donc c'est vrai que là, on est en mode ok, qu'est-ce qu'on fait de toutes ces nouvelles personnes ? Comment on les intègre dans l'asso ? Donc la charte, c'est pas pour tout de suite. Mais on travaille sur des formats de conférences et d'ateliers, conférences en public, etc. pour discuter un petit peu. Une fois qu'on a dit il faut enlever les bouteilles plastiques et il faut que les tournées soient moins polluantes, qu'est-ce qu'on se dit en tant que pro de la musique ? Qu'est-ce que ça sous-entend de remettre en cause notre système de consommation et de production de la musique ? Donc alors là, je vais pas partir dans un délire, dans une thèse philosophique, hein, mais ça rejoint ce qu'on se disait tout à l'heure, tu vois, on consomme de la musique comme on consommerait autre chose, surtout aujourd'hui où on a tout dans le téléphone et où on écoute en mode shuffle, c'est une consommation. Qu'est-ce que ça veut dire responsabiliser cette consommation-là, à la fois en tant que pro, en tant qu'artiste, en tant que spectateur ou mélomane. Donc voilà, et faire des conférences avec différents intervenants qui viennent du monde scientifique, qui viennent du monde de la musique, qui viennent de l'artistique aussi. Et essayer de faire un peu de jus de cerveau autour de tout ça pour apprendre des trucs. Et puis des ateliers aussi très 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 concrets de moi je veux faire un merchandising qui est plus respectueux, je fais comment ? Vas-y, raconte-moi, t'es qui, tu vas où ? Et voilà, et faire des ateliers en petits groupes autour de ces questions-là, autour de, on n'en a pas parlé, mais sur la communication, une manière de communiquer un petit peu plus, comment on appelle ça, la communication responsable. Voilà, essayer de sortir un petit peu des éternels réseaux sociaux et trouver des moyens de communiquer, d'aller rencontrer son public en tant qu'artiste sans dépendre à 100% des GAFA, même s'il y aura une dépendance très claire et énorme, mais essayer de trouver des alternatives en plus. Des ateliers, je sais plus si j'en ai d'autres en tête, mais... Voilà, on rejoint des groupes de travail aussi qui existent un petit peu partout pour nous former, pour pouvoir répondre aux autres. Donc c'est ça, les prochains mois, ça va être ça, apprendre ensemble, commencer à identifier les problèmes, les besoins, les questions, se poser beaucoup de questions ensemble surtout, avant d'essayer d'avoir des réponses. Et puis fédérer une communauté de gens qui ont envie d'aller un petit peu dans le même sens, quoi. Dans le bon, tant qu'à faire. Ouais, surtout que vous avez déjà des belles têtes d'affiche pour votre projet, donc ça va donner un petit coup de pouce. Et là, le casting commence à être pas mal, mais il faut qu'on soit rejoint par plus d'artistes, plus de pros, On a pas mal d'artistes qui nous contactent, qui sont ultra motivés pour faire des choses.
on est long à répondre parce qu'on en reçoit beaucoup. Mais là, voilà, le but aussi, c'est de faire grandir la communauté pour avoir des échanges pas en huis clos, quoi. Ouais, il faut structurer, mais ça prend du temps. Ça prend du temps, et ouais, on est une petite équipe de bénévoles, on est chaud patate, hein, mais ça prend du temps forcément, mais c'est un chouette projet. Il y a un besoin, je pense, en tout cas. Bon, en tout cas, c'est un beau projet. On arrive dans les dernières questions. La première, mais qu'est-ce que t'aimes le plus dans cette aventure ? L'idée derrière le truc en lui-même, je trouve que c'est une bonne idée, hein, forcément, sinon je ne m'embêterais pas à passer du temps là-dessus. Et je pense que c'est nécessaire, en fait. Mais il y a aussi une question de... Voilà, on est un milieu qui a été durement impacté par la crise sanitaire, c'est le cas de le dire, qui commence à voir le bout du tunnel, mais c'est vraiment le haut de l'iceberg, parce qu'il y a énormément... Évidemment, tous les clubs et puis énormément de salles de concert qui ne peuvent toujours pas rouvrir aujourd'hui. Voilà, on est vraiment sinistrés. Et moi qui ai écrit sur ce milieu-là, j'ai eu un petit moment de stupeur, en fait, quand tout s'est arrêté. Et je pense que je suis pas la seule. On a tous beaucoup réfléchi à « Ok, là, on est arrêté. Ça va reprendre, ça va faire bizarre. Comment est-ce qu'on veut que ça reprenne ? Est-ce qu'on a vraiment envie que ça reprenne comme avant, avec tous les défauts qu'on avait identifiés ? Donc, il y a eu un mouvement MeToo dans la musique, hein, dans le milieu pro-musique, hein, Musique2, ça s'appelait. Avec, pareil, cette envie de... quand ça va reprendre, on aimerait bien arrêter d'avoir des mecs qui font absolument n'importe quoi dans les espaces pro, ce serait cool. C'est un peu de la même manière pour moi. Je suis en train d'essayer de préparer un monde d'après qui me paraît un peu moins nul. C'est bête, on dit comme ça. Mais voilà, je pense que c'est ça qui m'excite le plus, en fait. C'est de me dire, bon, écoute, quitte à passer 2 ans un peu pourris, là, au moins j'ai l'impression que j'essaie de faire quelque chose pour que ça aille mieux après, à ma petite échelle. Voilà. Et quelles ressources conseillerais-tu à nos auditeurs et auditrices ? Eh bien... il y a un site internet, c'est une association, ça s'appelle The Shift Project, sur lequel il y a pas mal de ressources intéressantes, hein, sur la culture et la transition écologique. Je vois à ton sourire que tu connais déjà. Mais voilà, nous, on est assez liés avec les gens du Shift Project, avec MDE. Ils nous apprennent plein de choses, parce qu'on n'est pas des experts à la base, donc... des petits bilans carbone, par exemple. Ça, le mien est pas si mal, finalement. Je m'en sors pas mal. Mais voilà, grosse ressource à cet endroit-là. Et sinon, oui, il y a un livre de Jean-Claude Herry qui s'appelle « Le management responsable du spectacle », ce qui n'est pas le titre de livre le plus sexy que je puisse te donner, mais qui est quelque chose que je n'ai pas encore lu, que j'ai très envie de lire, qui a l'air hyper intéressant sur justement la manière de faire du spectacle, continuer à proposer de la belle musique et des beaux spectacles aux gens, mais de manière responsable. Donc je pense qu'on est en plein dedans avec Jean-Claude Herry. Qui aimerais-tu écouter dans ce podcast ? Pour le coup, c'est des voix qu'on n'entend pas toujours. On parle beaucoup de la voix des artistes, etc. C'est très, très important. Et c'est nous ce qu'on porte à MDE, mais l'entourage aussi est hyper intéressant. Et aujourd'hui, il y a de plus en plus de labels de musique qui se créent avec, on va dire, une ligne éditoriale sur un style qu'ils défendent particulièrement, quoi. Voilà, c'est pas complètement généraliste, mais qui ont une trame commune de valeurs. Donc... queer-friendly, éco-friendly, plein de trucs friendly, autour de la notion de bienveillance, hein, toujours. Et par exemple, il y a un label qui s'est créé il n'y a pas très très longtemps qui s'appelle Warrior Records, qui a été créé autour de Julia Lanoé, aka Rebecca Warrior, alias la moitié de Sexy Sushi et de Compromat. Voilà, j'ai fait tout le name dropping. Mais bref, voilà, c'est un de ces labels qui s'est créé il n'y a pas très très longtemps et qui, au-delà de porter une esthétique musicale, porte des valeurs aussi. On va
faut que je les appelle très vite parce que typiquement c'est le genre de personnes qui vont se poser de grosses questions sur comment est-ce qu'on fait du merchandising, est-ce que ça a du sens de proposer des t-shirts neufs par exemple, est-ce qu'on va pas aller faire de l'upcycling, voilà, et qui se posent ces questions-là sur un petit microcosme. Ouais, ça me fait marrer, ça me fait penser aux manifs du samedi où t'as toutes les luttes qui se rejoignent. C'est ça, mais c'est ça. Après, moi, je suis très, très dans l'intersectionnalité des luttes. Hein. Ouais, ça se rejoint, mais ouais, c'est compliqué de porter des valeurs de essayons de pas niquer notre planète tout en étant homophobe et raciste. Je comprends pas, moi, la logique, en fait. Pour moi, tout va un peu dans le même sens. Après, c'est peut-être très naïf et très monolithique comme manière de penser. Mais, ouais, j'imagine pas. Ça doit exister, hein, des écolos racistes. J'en ai pas rencontré encore. J'imagine, mais c'est pas trop à la mode dans ces cercles. Ni homophobe, j'en ai pas encore rencontré, mais qui sait. Mais qui sait, ça doit exister. Hein, la diversité est aussi importante. mais ouais, voilà. Je trouve que les artistes et les labels qui portent des messages multiples comme ça et où l'artistique vient appuyer finalement un discours. Je trouve ça toujours très très intéressant et c'est des gens qui parlent bien en général. Ben, on les contactera. Et dernière question, où c'est qu'on peut retrouver MDE France ? Eh bien, plein d'endroits différents. Sur Internet, bien sûr, sur notre site Internet, avec le petit /fr après le site Internet. musicdeclaresemergency.net/fr. Sur nos réseaux sociaux, nous sommes, oui, il faut bien, hein, sur Facebook, Instagram, Twitter et LinkedIn. Et non, surtout, allez voir notre déclaration en ligne, c'est une déclaration d'état d'urgence climatique. Donc, il y a beaucoup d'états d'urgence qui sont déclarés tout le temps en ce moment. Nous, on déclare le nôtre. Vous verrez, il y a pas mal de signataires déjà. Tout le monde est invité à signer si vous reconnaissez dans ses valeurs. Et bien sûr, si vous voulez soutenir l'association pour nous aider à mettre en place ces ateliers, ces conférences. On veut faire aussi des ateliers auprès des enfants parce que c'est pour eux quand même un petit peu tout ça. C'est eux qui vont récupérer tout ça après nous. Donc d'initiation et de sensibilisation à l'écologie via la musique. Enfin voilà, on a plein de projets. Si vous voulez nous aider, vous pouvez adhérer, donner. On a une cagnotte en ligne. Enfin voilà, vous retrouverez tout ça sur... Je fais la réclame, je dis vous retrouvez tout ça. C'est le moment. Mais vous retrouvez tout ça sur nos réseaux sociaux. Donc voilà, n'hésitez pas. En tout cas, merci Clémence pour ton temps. Merci à toi. Bon courage pour ce beau projet et on va suivre la scène musicale écolo émerger. Ouais, merci. Ciao. Si vous avez apprécié cette interview, faites-le savoir à notre invité sur les réseaux sociaux. Vous trouverez les liens sur notre site internet emergence.co, ainsi que toutes les ressources pour approfondir le sujet. Et si vous voulez nous donner un petit coup de pouce, rien de plus simple, vous pouvez mettre un 5 étoiles sur Apple Podcast, vous abonner à l'émission sur les plateformes d'écoute ou partager l'épisode dans votre entourage. Et pour ne manquer vraiment aucune actualité, vous pouvez nous suivre sur notre Instagram ou notre compte Facebook. Nous tenons également à remercier Bertrand Jacquet pour la création de la musique du générique. À dans 2 semaines pour le prochain épisode. Bye bye.